Bonjour à tous, dans le cadre du centenaire de la radio, nous avons rencontré des acteurs du monde de la radio justement et aujourd'hui je me trouve avec Thomas Joubert, bonjour. Bonjour, bonjour Julien. Alors Thomas Joubert, vous êtes animateur et journaliste, vous êtes passé par Europe 2, Europe 1 et aujourd'hui vous êtes à BFM TV. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre début de carrière? Le début de carrière, il remonte à quelques années maintenant. Il faut que je me souvienne de tout. Ça a commencé par la radio. J'ai fait une école de journalisme directement après le bac. J'avais pas très envie de poursuivre des études très longues. J'avais vraiment envie de travailler tout de suite. Et l'école de journalisme m'a ouvert les portes des premières radios dans lesquelles j'ai travaillé grâce à des stages. Et ça a été la confirmation de ce que j'avais vraiment envie de faire depuis que j'étais tout petit. J'étais vraiment un fan de radio. Je le suis toujours, mais déjà quand j'avais une quinzaine d'années, j'écoutais évidemment beaucoup la radio et je faisais moi-même mes émissions dans la chambre, à l'époque sur des cassettes audio, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc les débuts, c'était des stages à Voltage, une radio parisienne, où je suis resté pendant 1 an et demi et où j'ai à peu près tout fait, du reportage, des interviews bien sûr, et puis de l'antenne. Mes premiers emplacements, mes premiers flashs, c'était sur Voltage. Justement, qu'est-ce que vous aimiez dans la radio? Qu'est-ce qui vous attirait? La magie de la radio, c'est-à-dire cet univers qu'on arrive à se construire quand on est de l'autre côté du poste. Alors c'est de moins en moins vrai aujourd'hui parce que la radio est de plus en plus visuelle, je le déplore un petit peu. Mais oui, moi ce qui me faisait rêver, c'était effectivement d'avoir un monde, c'est ce qui me permettait de m'évader, vraiment. Voilà, j'étais pas forcément très enjoué dans cette période parfois un peu sombre de l'adolescence, et la radio m'aidait vraiment à m'évader, et il y avait un monde qui s'ouvrait à moi. En tout cas, j'avais vraiment envie de le découvrir. Alors vous l'avez évoqué, après des stages à France Inter puis Voltage, vous devenez journaliste sur Europe 2 en juin 97, où vous présentez des flashs d'information et des chroniques, notamment Carré VIP. Vous allez Mhm. interviewer justement des centaines d'artistes. Racontez-nous cette période. C'était vraiment, pour moi, une des meilleures périodes. Ce sont mes meilleurs souvenirs. C'était la période d'Europe 2, qui est une radio qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a été remplacée par Virgin. Mais alors, c'était la meilleure période aussi, sans doute, parce que j'avais 20 ans et que c'était mes débuts. Je ne vais pas verser dans la nostalgie et dire que c'était mieux avant. En tout cas, à cette époque-là, la radio, on est encore à la fin des années 90, et Europe 2 a vraiment une espèce de touche magique. On parle souvent de l'esprit canal pour la télévision. Il y avait vraiment aussi une sorte d'esprit Europe 2, c'est-à-dire qu'on faisait de la radio en s'amusant, on allait travailler ou on allait s'amuser, je ne sais pas dans quel sens, mais on travaillait vraiment en s'amusant ou on s'amusait en travaillant. Et il y avait oui, énormément d'énergie, énormément d'idées dans cette radio. Et pour moi, participer à cette aventure, c'était formidable. Énormément de rencontres, les artistes donc, puisque j'étais chargé de la chronique People, et j'ai eu des rencontres fabuleuses, avec toutes les stars de l'époque, dont certaines n'existent plus forcément aujourd'hui. Ophélie Winter, je pense à elle, L'âme, c'était la grande époque du groove à la radio. Des stars internationales, Bono, qui a un excellent souvenir, Étienne Dao, Lerita Mitsuko. C'était franchement des rêves de gosse de rencontrer tout ce monde. Oui, c'était un rêve de gosse, mais c'était aussi formateur, j'imagine, pour vous à cette période. Oui, bien sûr, on apprend de toute manière au fur et à mesure. Je continue d'apprendre aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris à Europe 2. C'était mes débuts. J'ai appris comment bien réussir une interview avec des stars, toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir, les stars surbriefées, comment on pouvait essayer de les faire sortir du discours uniquement de promotion. Tout ce contact, ce sens de l'interview, je pense que bien sûr, je l'ai appris à ce moment-là. Justement, est-ce que vous avez 2-3 petits conseils à donner quand on prépare une interview avec une star? Est-ce qu'il y a des petites choses à savoir? Alors, il faut évidemment bien se renseigner, ne pas forcément se contenter d'un Wikipédia, ou en tout cas aller vérifier que les infos sont bonnes. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver devant quelqu'un et lui dire oui, vous avez fait ci, et en fait, c'est pas tout à fait exact. Non, sinon l'interview, c'est une rencontre, en fait. Donc il faut que la rencontre se passe bien. Il y a des gens avec qui ça va pas bien se passer. Je me souviens de Pascal Obispo, avec qui ça s'était très mal passé. Il se trouve qu'il était
était arrivé en retard ce jour-là, qu'il ne supporte pas être en retard, donc il était de mauvaise composition. Et la rencontre, elle n'a pas eu lieu parce que à ce moment-là, les deux personnes en face n'étaient pas faites pour s'entendre simplement. Donc oui, une rencontre, hein, être généreux, éviter de faire tomber les invités dans des pièges, hein, parce que ça aussi, c'est pas très, très correct. Voilà. Après, souvent quand on prépare une interview, et ce sont les meilleures interviews, c'est quand au final tout part à la poubelle et que ça ne se déroule pas comme on l'avait souvent imaginé. C'est ce qui se passait très souvent à Europe 1, où je pouvais préparer une interview avec cette volonté d'emmener l'invité à certains endroits. Et on se fait surprendre par l'invité et on arrive davantage à une discussion finalement qu'à une interview, et tout ce qu'on avait préparé finit à la poubelle, mais ça donne les meilleures interviews. Oui, c'est ça, et puis il faut savoir rebondir aussi sur ce que la personne Bien en face sûr, de bien soi sûr, soit réagi. bien sûr. En 2008, vous arrivez sur Europe 1 justement pour des chroniques dans l'émission de Jean-Marc Morandini, puis en 2011, vous allez même le remplacer sur certaines émissions. C'était une fierté pour vous de remplacer Jean-Marc Morandini? Moi, Europe 1, c'est la radio de mon enfance, hein. C'est vraiment la radio qui m'a donné envie de faire de la radio. J'ai écouté Europe 1 dès mes 10-11 ans, à une époque où on écoute davantage les radios musicales. Moi, j'étais déjà féru d'infos, j'écoutais cette radio qui me passionnait. J'ai eu la chance, quand j'étais lycéen, de pouvoir un petit peu découvrir les coulisses grâce au directeur des programmes de l'époque, hein, qui m'avait ouvert les portes. Et bien sûr, c'était la radio dans laquelle j'avais envie d'un jour travailler. Déjà aller travailler à Europe 2, qui était dans les mêmes locaux, qui était la petite sœur, c'était déjà une énorme fierté. Et bien sûr, en arrivant à Europe 1, c'était ce que je voulais faire quand j'étais petit. Donc oui, bien sûr, c'était des moments comme si le but avait été atteint finalement. Vous avez une carrière donc entre la radio mais aussi la télévision. Je l'ai dit au départ, mais vous êtes aujourd'hui à BFM TV. Vous avez jamais réussi à faire un choix en fait entre la radio et la télévision? Est-ce que vous avez une préférence quand même ou non vraiment? Ah oui, j'ai une préférence. Après, choisir, c'est comme choisir entre son père et sa mère, c'est très compliqué. Après, bien sûr, j'ai une préférence pour la radio. Même si le média évolue beaucoup ces derniers temps, ça reste magique. J'ai eu le bonheur de refaire un petit peu de radio l'été dernier sur RMC, qui est dans le même groupe que BFM TV. J'ai fait la matinale entre le mois de juillet et le mois d'août l'été dernier. Et oui, j'ai regoûté au plaisir de la radio et définitivement je préfère la radio. Et c'est marrant parce que quand vous interviewez des grandes stars de ce métier, je pense à des Jean-Pierre Foucault, des Michel Drucker qui ont aussi eu des carrières à la radio et à la télévision, ils disent la même chose, ils préfèrent la radio parce que c'est plus simple, c'est plus souple, et puis ce contact avec les auditeurs, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais à la télévision. L'écran, ça met un filtre, hein, qui n'existe pas finalement à la radio. On entend beaucoup ça, ouais, justement, les journalistes qui parlent justement de cette convivialité à la radio, vous confirmez? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand je faisais la pré-matinale ici, la RMC, de l'autre côté, il y a du monde, il est 4h30 du matin, mais de l'autre côté, il y a des auditeurs qui écoutent, qui appellent, qui connaissent tout par cœur. On a vraiment envie de se lever à ce moment-là, parce que pour être en antenne à 4h30, je vous assure que le réveil sonne très très tôt. Mais finalement, voilà, c'est dire qu'on se lève pour aller réveiller ces gens-là, les accompagner le matin, c'est un contact qui est incroyable. Et l'interactivité à la radio, quand les auditeurs s'approprient l'antenne comme ils le font souvent sur RMC ou dans les autres radios où l'interactivité est développée, c'est vraiment un plaisir. C'est une grande qualité humaine aussi, justement, quand on fait des matinales, d'être dynamique dès le matin, d'être conciliant aussi avec l'auditeur. Alors évidemment, les caractéristiques d'une matinale, c'est qu'on est là pour réveiller les gens, donc il faut soi-même être bien réveillé, être convivial bien sûr, parce que c'est la magie de la radio, mais on parle à des gens qui sont en train de se brosser les dents, de prendre leur douche, leur petit déjeuner, on est vraiment dans leur intimité, donc ça c'est assez fabuleux, parce qu'on le ressent aussi, hein, quand on est au micro. Et après, oui, bien sûr, il faut à ce moment-là être dynamique, hein, et ce côté interactif, il faut réussir à créer ce lien avec les auditeurs, et c'est ce qu'a fait magnifiquement Jean-Jacques Bourdin pendant des années. Voilà, quand ils appellent Jean-Jacques Bourdin à la radio, ils appellent leurs potes, et ce lien-là, il est magique. Alors la radio est centenaire, et c'est aussi l'anniversaire des radios libres. Un mot sur ce que représente ce média pour vous? Ça représente ma passion, donc ma vie quasiment, parce que moi
trouve que j'ai pas beaucoup de passion dans la vie à part les médias, la radio, la télévision. Donc oui, c'est toujours un intérêt particulier. La radio a 100 ans. Effectivement, c'est aussi l'anniversaire des radios libres. Ça a été une évolution incroyable dans les années 80 et là depuis quelques années on assiste aussi à une évolution incroyable. Le média radio est en train de changer. J'ai vraiment l'impression qu'on est à un tournant. Il y a eu un tournant déjà qui s'est opéré à la télévision avec l'arrivée des plateformes. Il y a eu un tournant dans la musique avec l'arrivée des sites de streaming, la fin du CD, l'industrie musicale qui s'écroule et j'ai l'impression que la radio est en train de vivre ce tournant. Donc comme à chaque fois qu'il y a des gros changements, la période n'est pas forcément évidente. Les radios ne se portent pas très très bien en ce moment. Après il y a encore 40 millions d'auditeurs tous les jours qui écoutent ce média. Donc on ne va pas dire que la radio est en train de mourir, loin de là. Elle est loin d'être morte en effet, c'est l'arrivée du DAB. En tout cas, merci à vous Thomas Joubert d'avoir participé à la fête de la radio sur Sensation. Merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir. On vous souhaite le meilleur et sachez que vous pouvez également retrouver cette interview sur notre site et application Radio Sensation.